Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans MedCheck, le podcast qui explore le leadership féminin dans la santé. Nous sommes Margot et Anka, deux passionnées de santé, et dans MedCheck, nous vous parlons des femmes pour leurs compétences et non pour leur sexe. Pour le premier épisode, nous avons l'honneur de recevoir Alice de Maximi, cofondatrice de Ashkind, une start-up dans la santé et l'économie positive. Bonjour Alice. Bonjour. Le H est pour Human et Health, et le Kind fait référence à Kindness et Humankind. Ashkind est donc une plateforme qui a pour objectif de faire connaître et partager gratuitement de nouveaux projets de santé dans un cadre très bienveillant. Sa particularité est qu'elle est ouverte à tous les acteurs de la santé, soignants ou non soignants, bénévoles ou professionnels. Alice, tu es aussi à l'origine du collectif Femmes de Santé, qui vise à placer dans la lumière les femmes qui ont développé des initiatives de santé utiles. Ce projet a notamment été soutenu par la région Île-de-France, l'école du digital éthique, Orange Healthcare et l'accélérateur de la mixité dans la tech Villa. Félicitations. Merci. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir les deux parties de notre podcast. La première sera une interview de notre invitée, Alice de Maximi. Et dans la seconde partie, nous allons évoquer deux sujets d'actualité qui lui tiennent à cœur sous forme de chronique. Alors notre première question pour toi, Alice, concerne Ashkind, la plateforme que tu as créée et qui recense donc des projets de santé. Quelle a été pour toi la vision et l'ambition qui t'ont amené à créer cette plateforme ? La vision, alors elle est très très claire pour moi. C'est ce que Simon Sinek appelle le why. Moi, je veux un jour que quelqu'un qui a... je vais donner un exemple très concret, mais qui peut être dupliqué avec autant d'exemples possibles. Je rêve que quelqu'un un jour qui est en charge d'un dispensaire dans un pays qu'on va appeler A, et qui a un problème de maladie nosocomiale. Pour ceux qui ne savent pas, la maladie nosocomiale, on l'attrape à l'hôpital, et souvent l'embêtant, c'est qu'elle est résistante aux antibiotiques. Donc il se retrouve avec une épidémie d'une maladie résistante aux antibiotiques, et on va imaginer qu'il ne sait pas trop comment gérer ça, puisque ça lui est jamais arrivé. Mon rêve, c'est que grâce à Ashkind, et qu'il y a une autre personne qui ait posté la solution sur Ashkind, et que grâce à ça, en un clic, il trouve la solution et rentre en contact avec l'autre porteur de projet qui sait comment résoudre son problème. Le jour où j'ai ça, entre deux pays, un pays A et un pays B, et que deux porteurs de projet peuvent rentrer en contact pour répondre à un besoin urgent ou à un besoin de santé, j'ai gagné, je crois. Je crois que je peux arrêter Ashkind. Je peux le confier à quelqu'un qui continuera l'aventure. En tant que dirigeante d'entreprise, on doit souvent te demander quel est le business model d'Ashkind. Il apparaît pas clairement de prime abord, étant donné que la plateforme est gratuite. Alors, est-ce que tu en as un ? Oui, alors j'en ai un maintenant. Je fais partie de ces grandes folles qui lancent une start-up sans avoir de business model. Ashkind, c'était un besoin des acteurs de santé. On n'est pas assez au courant des initiatives qui se passent et on a vraiment besoin de pouvoir partager ça pour plus de synergie et que les projets s'amplifient et puissent avoir plus d'impact. Donc le besoin, il était là et moi j'avais besoin de le faire. Donc voilà, en ce sens, Ashkind et moi, on a assez bien matché. Le business model, il est très simple. En fait, il a été créé, il est venu tout seul quand Ashkind est sorti, et ce sont les grandes structures, les grands établissements qui sont venus voir en disant mais en fait Ashkind, on trouve que le principe est génial et on voudrait la même chose pour nos salariés en interne. Pour plusieurs sujets. D'abord parce que ça améliore la qualité de vie au travail en revalorisant le travail des gens, puisque ce sont eux qui postent le projet. Moi, je fais pas d'agrégation de contenu, c'est du partage entre pairs. Donc en fait, ils ont la maternité de leur propre projet, ils peuvent le partager avec leurs pairs dans l'institution, ils peuvent rentrer en contact les uns avec les autres en un clic, et puis surtout, quand deux personnes de l'institution ont des objectifs similaires, des why de Simon Sinek similaires, ça permet aux structures RH et aux structures innovation tout simplement de les mettre ensemble, de leur libérer du temps et de leur permettre de créer le projet et donc de favoriser les innovations organisationnelles ou même les innovations de terrain à l'intérieur des hôpitaux, des établissements et des institutions. Donc il est là le business model. Et donc nous on les accompagne à faire un Ashkind interne avec toujours les mêmes valeurs, évidemment, parce que sinon c'est pas Ashkind. Tu parles de Ashkind interne, de la plateforme qui existe aujourd'hui, qui est accessible à tout le monde. Ouais. Comment tu vois le développement dans les années à venir ? Est-ce que tu vas faire une levée de fonds ? Est-ce que tu vas aller vers d'autres types d'entreprises ? C'est une bonne question. Alors pour le business model, est-ce que donc le Ashkind, ce qu'on a appelé pour l'instant le Ashkind RSE, réseau social d'entreprise, est-ce qu'on va aller vers d'autres secteurs d'activité ? On ne sait pas. On le fera peut-être pour pouvoir justement garder Ashkind public. Et si on n'arrive pas à faire suffisamment d'argent, on a tellement à faire dans la santé déjà qu'on aimerait rester dans la santé, mais on aimerait bien s'étendre à un moment au développement durable, disons-le franchement. Voilà.
et au social. Donc ça, c'est des points importants. Après, est-ce qu'on va lever des fonds ? C'est toujours la question qu'on se pose. À court terme, je vais devoir faire une petite levée Friends and Family. Donc ça, c'est sûr, pour avoir une trésorerie qui n'est pas négative. Et parce que j'ai pas du tout l'intention de me faire des dettes. Voilà, j'ai pas envie de faire des dettes sur la tête de ma famille. C'est le premier point. Et le deuxième point, on va essayer d'étendre Ashkind à l'international, puisque j'ai un why, vous le voyez. Pour ça, il va falloir des sous. Pour développer même Ashkind RSE à l'international, il faudra aussi des sous pour aller dans ces pays-là. Et donc, peut-être qu'à un moment, on va être obligé de faire une levée. Mais on ne fera pas une levée à des dizaines de millions d'euros qu'on dépensera par-dessus la tête comme ça. On le fera avec un objectif très clair et avec des dépenses très claires. C'est moi qui ai les tableaux financiers, c'est moi qui les gère. Donc, je plaisante pas du tout, je suis devenue ultra radine depuis que j'ai Ashkind. Je compte même 5 balles de dépenses et je prends des cafés avec les gens plutôt que de faire des restaurants pour éviter d'avoir à payer des restaurants, ce qui coûte trop cher à Ashkind. Voilà. Donc ça, c'est le vrai monde de la start-up. Avant de passer au sujet d'après, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu nous as dit avant d'enregistrer le podcast, qui est le changement de comportement que tu peux avoir maintenant que tu as Ashkind. Tu parles du fait que tu es beaucoup plus attaché aux aspects financiers pour savoir exactement comment tu dépenses ton argent. Peut-être aussi en termes de communication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui change quand on a une société ? Ça change tout. Quand on a une société, on peut plus agir comme si on parlait pour nous-mêmes en fait. Parce que tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, indirectement va déteindre sur la société. Donc on fait une erreur de communication, ça déteint sur Ashkind. Quand on dit Ashkind se veut bienveillant et éthique, c'est pas un mythe, on se veut bienveillant et éthique. Et si moi, j'ai choisi à 43 ans de me lancer dans une start-up, et si Marie a décidé de quitter la société qu'elle avait montée pour rejoindre Ashkind, c'est vraiment parce qu'on y croit et qu'on veut monter une société bienveillante et éthique. Donc c'est pas du tout un mythe. Le revers de la médaille, c'est que parfois, dans la vie quotidienne, on a des avis tranchés. Et que je ne peux pas intervenir sur des avis tranchés politiques, même si je les pense toujours bienveillants, etc., parce que ça va impacter Ashkind, et que je ne peux pas me permettre d'impacter Ashkind d'une quelconque façon que ce soit. Donc sur les réseaux sociaux, je me contrôle, et sur les réseaux sociaux plus personnels, je ne publie qu'en mode fermé, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Pourquoi avoir créé le collectif Femmes de Santé maintenant ? Est-ce que l'engouement autour de ce sujet te donne une plus grande visibilité ? C'est une très bonne question. Alors, pourquoi j'ai monté Femmes de Santé ? En fait, c'était pas du tout prévu. On va faire comme ça, et c'est la vérité. Moi, j'ai vécu 5 ans en expatriation, 2 ans aux Émirats Arabes Unis et 3 ans au Luxembourg. Et quand je suis revenue à Paris, le manque de mise en avant des projets réalisés par des femmes et même des femmes m'a frappée. J'ai 2 chiffres. Parmi les 1000 personnes les plus médiatisées en France, en 2018, seuls 16,4% étaient des femmes. Ça fait mal. Sérieux, on est en France là. Le deuxième, c'est que les nominations de professeurs d'université, les PUPH, en médecine, alors que la profession est largement féminisée, on a presque 70% de femmes médecins qui sont des nouveaux médecins, le taux de PUPH, c'est 28% de nominations sont des femmes seulement. Je ne sais pas si vous voyez la différence énorme. Et ça, quand on part et qu'on revient, on ne le voit pas avant en partant, et on revient, on se prend en pleine figure. Du coup, en fait, au lieu d'avoir une démarche ultra revendicatrice, qui n'est pas du tout mon tempérament, je me suis dit, elles ne sont pas mises en lumière, je vais les mettre en lumière. Voilà, c'était vraiment ça, le principe. Et au début, j'avais l'idée de faire un PDF avec une interview de leur projet, et une interview de ces femmes, des difficultés qu'elles avaient rencontrées en menant le projet, pas en tant que femmes, mais en menant le projet, et de faire un PDF de ces interviews, le diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis l'école du digital éthique m'a téléphoné en disant j'ai besoin pour les 3e années d'un projet Tech for Good, t'en as pas un ? Je dis moi je fais un PDF des femmes qui font la santé. Ils me disent on prend, et là les 5 élèves m'ont dit Alice, ce que tu proposes c'est complètement has-been et complètement nul. Nous on va te faire c'est dur quand même. Mais c'est bien que les jeunes parlent comme ça. D'abord moi j'autorise aussi cette parole là parce que ça nous remet un peu la tête à l'endroit et ça nous évite de devenir des vieux cons. Et du coup j'aurais dit ah bon mais vous proposez
proposer quoi? Parce que quand on me dit que c'est mauvais, il faut me proposer mieux, hein, de l'autre côté quand même. On dit, on va te faire un super site web, et puis on va faire des interviews audiovisuelles de ces femmes, etc. Donc, du coup, on a mis un espèce de système, on a dû trouver les femmes, on n'avait pas de lieu de tournage. Du coup, j'ai prêté mon appartement pendant une semaine. Donc, on avait 5 jeunes dans l'appartement, le chat qui se baladait partout, les femmes qui étaient des femmes, vraiment, c'était le principe, c'était de tout niveau hiérarchique, quelle que soit l'ampleur de leur action, donc vraiment, qui ont dit oui, et il y a 13 femmes qui ont accepté de venir parler sur mon canapé et de répondre à mes questions. Et ils ont monté ça, et c'était un vrai projet pédagogique. Et quand j'en ai parlé à Orange Healthcare, Emmanuel Pierga, qui est la DIRCOM, a dit « Mais moi je vous suis, j'adore, je trouve ça cool, et tout, je vous prête une salle, mais il n'y a pas de chaise. » Comme ça, une salle sans chaise. Et là je me suis dit « Qu'est-ce que c'est qu'une salle sans chaise? Comment je vais faire ça ?» etc. Et en fait, la salle est une salle sublime, avec des écrans vidéo incrustés dans les murs, et c'est une salle d'exposition, donc effectivement on n'a pas besoin de chaise. Et donc on a fait une exposition audiovisuelle de ces films, on a fait un site web avec l'interview écrite et visuelle de ces femmes. Et en fait, contre toute attente, alors que j'en parlais beaucoup, mais j'ai lancé l'invitation 3 semaines avant et j'ai eu 110 femmes qui sont venues à l'événement. C'est le premier événement, mesdames, où tout le monde arrive à l'heure. Donc je ne sais pas si c'est féminin, mais alors tout le monde était là, pile à l'heure. Donc on a commencé à l'heure et on a fait quelque chose de très informel, très ouvert. On a mis en lumière ces femmes, leurs projets. Et en fait, j'étais super émue, en fait. C'est-à-dire que je ne pensais pas que cette initiative prendrait une telle ampleur. Et quand j'ai vu ça, j'ai proposé à ces femmes en disant « Qu'est-ce que vous diriez de faire un collectif où on devient un réseau d'entraide, où on s'aide les unes les autres dans la santé, où on s'échange les carnets d'adresses, où on partage les initiatives, et aussi d'être un réseau un peu plus d'influence positive, pas dans la revendication, pour se mettre plus en lumière ces femmes. » Et ben, pratiquement tout le monde a dit oui. Là, on a lancé un questionnaire en ligne puisque le règlement général de protection des données oblige. On crée un groupe Slack. J'ai nommé une marque. Donc, on crée un groupe dans un groupe de travail sur un réseau électronique. Et plus d'une vingtaine ont accepté de participer à l'organisation de ce collectif. En termes de visibilité, ben, moi, ça m'a fait de la visibilité personnelle, clairement. Ou pas, d'ailleurs j'en sais rien, mais je suis identifiée comme la mère de femmes de santé. Ça c'est sûr. Je parle de mes projets à chaque fois comme de mes bébés, mais c'est le cas. Et puis, est-ce que ça a fait de la visibilité pour Ashkind? C'est Ashkind qui a avancé tous les frais de plein de choses. Hein. Donc Ashkind, c'est à l'initiative d'Ashkind. Moi je trouve, c'est l'ancienne DIRCOM qui parle et pas la femme avec le cœur. Non, je trouve pas assez du tout. Je trouve que de ce point de vue-là, j'ai pas été bonne. Et je ne sais toujours pas comment faire en sorte que ça puisse aussi aider Ashkind. Voilà. La vérité, elle est là. Donc de ce côté-là, j'aurais dû le faire si je raisonnais à froid, un peu vraiment DIRCOM, et je l'ai mal fait. Tu as quand même fait beaucoup. Je trouve dur avec toi-même là. Ouais, l'événement c'était bien, c'était vraiment, et puis ça démarrait, et il faut que les gens soient bienveillants là-dessus, c'est-à-dire que ça démarre et on va se structurer, ça devrait devenir mieux. Après, je pense que ça aurait pu ramener encore plus de choses vers Ashkind. Allez, venez, partagez, nous on va, voilà. Après, ce que ça a amené aussi, c'est pas bien ce que je vais dire, mais il faut le dire aussi, ça a amené des gens où je sais pas d'où ils sortent et je me suis demandé s'il n'y avait pas un intérêt pour eux de venir là, pour essayer d'être mises en lumière. Et donc évidemment, la prochaine promotion des 13 femmes qui seront mises en lumière, ça fera l'objet quand même là d'un jury bienveillant mais complètement neutre et non connu pour les choisir, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que ce reste éthique en fait. Tu as un discours qui est très inspirant et on voit que beaucoup de personnes dans ton parcours t'ont motivé, t'ont donné ces visions que tu portes aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous citer une personne en particulier qui t'a touchée et qui est une source d'inspiration pour toi ? Oui, alors j'hésite entre deux, mais en fait, je vais en citer une, en ayant l'impression de trahir l'autre. Je vais citer mon grand-père. Mon grand-père, il y a une histoire très particulière, je vais la faire courte. Mon grand-père a été résistant pendant la guerre, mais à partir de ses 16 ans. Et c'était un résistant de la première heure et un résistant actif. Il a connu ma grand-mère qui était beaucoup plus âgée que lui, et ils ont eu ma mère au moment quasiment de la libération. Donc voilà, ça c'est une histoire de roman, mais c'est la vérité.
Il a terminé ses études et puis il a voulu être pilote. Et en fait, il a fait ses études pour être pilote et il a dû faire un saut en parachute dans une vieille carlingue et il a refusé de monter. La carlingue s'est écrasée avec ses amis dedans et il a été viré de l'école de pilotage où il était, que je ne citerai pas. Et du coup, il s'est retrouvé avec une enfant, une femme plus âgée de lui qui bossait, faisait ce qu'elle pouvait, pendant les 30 Glorieuses, et il s'est mis à vendre des bagnoles américaines en fait. Donc il est devenu vendeur de bagnoles. Donc j'ai un grand-père qui était, je l'adorais, qui était vendeur de bagnoles. Mon grand-père, c'est une personne qui a été très 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 importante pour moi. Quand j'étais adolescente, j'allais manger avec lui une fois toutes les 2 semaines, j'allais à son garage. C'est lui qui a fait pour moi la prévention sur le sida et qui m'a demandé de lui promettre 2 choses. Je le cite, de porter un petit chapeau quand c'est nécessaire et de ne pas me droguer avec des drogues illicites. Donc voilà. Et c'est les 2 seules et uniques choses qu'il m'a demandé de faire en promesse. Et je lui ai promis. Et mon grand-père, c'est le seul entrepreneur de ma famille. Voilà, c'est le seul. Enfin, mon père l'était aussi un peu, mais mon père est surtout écrivain. Et donc du coup... Et moi, je n'osais pas me lancer. Et pourtant, quelque part, quand il me parlait de ses affaires, je savais, on avait une grande complicité. Hein. Quand je râlais, il tempérait. Quand je pleurais, il me consolait. Enfin, vraiment quelqu'un de très important. Il est mort il y a 6 mois. Et là, j'aurais bien aimé, c'est mon grand regret, j'aurais bien aimé qu'il voie Ashkine maintenant. Parce qu'il a vu l'app au début. J'aurais bien aimé qu'il voie Ashkine finalisé. J'aurais bien aimé qu'il comprenne comment j'avais un business model. Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, mais comment tu vas faire de l'argent? Lui, il vendait des bagnoles, donc il sait comment faire de l'argent. Il savait comment négocier, etc. Et là, j'aurais bien aimé que pour mes premiers contrats, il m'explique comment sentir les gens, comment négocier, etc. Parce que alors moi, j'y vais, mais alors totalement transparente avec mon cœur. Et j'aurais bien aimé qu'il temporise un peu ce système-là. Donc c'est à lui que je veux rendre hommage, parce que je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais peut-être jamais osé me lancer dans une entreprise en fait. On va revenir sur ton côté entrepreneur, et pour faire honneur à ton grand-père, on va te lancer un challenge business. Pour nos auditeurs, je le rappelle, à chaque émission, nous allons présenter à la personne que l'on interviewe un challenge business, et cette personne aura 3 minutes pour y répondre. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, tu apprends que ton principal investisseur te lâche. Comment tu réagis et quelle est la stratégie que tu mets en place en 3 minutes? Alors, la première chose, c'est que je pense oh merde. Voilà, parce que c'est quand même la vérité, hein, on ne le dit pas assez, mais voilà. Et là, je vais reprendre les mots de ma coach, qui est une coach de start-upper. Je laisse l'émotion passer. Il faut savoir qu'une grosse émotion comme ça dure 12 secondes, donc il faut se la prendre, il faut la laisser passer, il ne faut pas la refouler. Ensuite, j'appelle Marie, mon associée. Je lui raconte et je pense aussi à la phrase de Churchill que vous connaissez tous, mais que j'aime tellement: roulez doucement, chauffeur, je suis pressé. Et donc, il est urgent de pas faire tout et n'importe quoi. Donc, faut d'abord réfléchir et changer son point de vue. Donc, la première chose, c'est il faut savoir pourquoi il vient plus. Donc, soit l'investisseur vient plus parce que personnellement, il a plus d'argent. Du coup, c'est pas Ashkine qui est en jeu. Donc, quelque part, ça nous rassure un peu. Deuxième, c'est il veut pas venir parce qu'il a des doutes sur Ashkine. Et dans ces cas-là, il faut tout de suite comprendre ses doutes, savoir où sont les problèmes et vérifier que ces doutes, vérifier s'ils sont justifiés. C'est Ashkine qui est pas assez net ou en tout cas bien fait dans certains endroits. Ou alors, c'est ses doutes à lui avec son histoire personnelle. Et dans ces cas-là, on peut rien faire. Et ensuite, l'autre solution, c'est comment je fais sans cet investisseur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le problème et après comment je vais faire sans. Alors, la première chose, c'est que je vais dans mon tableau financier adoré que je vénère et que je déteste en même temps. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus cet argent? Donc je supprime la ligne et je regarde. Et je regarde ce qu'il faudrait faire pour y arriver, et ce que ça entraîne comme activité qu'on ne fait pas, comme type de recrutement qu'on ne peut pas faire, comme type de pays où on ne pourrait pas aller, etc., si on veut y aller. Et je vois si on tient ou pas. Si je ne tiens pas, il faut que je retrouve des nouveaux investisseurs. Et donc s'il faut que je retrouve ou si on n'est pas prêt à faire vraiment des chintes trop importantes, donc trouver des nouveaux investisseurs, ça veut dire aller ailleurs, mais ça veut dire rejoindre l'analyse qu'on a fait en premier temps, ça veut dire bien vérifier qu'Ashkine n'a pas de problème et qui entraîne des doutes pour les investisseurs.
Et s'il y a des problèmes, il faut les résoudre impérativement avant de relancer un batch d'investisseurs. Le problème qu'on a aussi sur Ashcan, c'est que si les gens investissent, il ne faut pas que ce soit n'importe qui. Ashcan, ça veut être éthique, je le rappelle, mais c'est pas un mythe, et donc ça suppose une certaine indépendance. Donc on ne peut pas accepter n'importe quel type d'investisseur. C'est terrible à dire, mais je ne pourrais pas prendre des investisseurs qui ont une mauvaise réputation. Je ne pourrais pas prendre des investisseurs qui sont des gros groupes. Je ne pourrais pas, par exemple, prendre des investisseurs. Je pourrais prendre des clients, mais pas des investisseurs qui seraient des laboratoires pharmaceutiques parce que je perds une indépendance, par exemple. Bien que je n'ai rien du tout contre les laboratoires pharmaceutiques, les médicaments sauvent des vies, etc. C'est pas du tout, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais je perdrais une indépendance. Donc je ne peux pas prendre n'importe qui comme investisseur dans Ashcan. Donc voilà comment je réagirais. Bah, c'est un business case réussi, je pense, pour le premier. Alors, maintenant, donc, on va passer à la deuxième partie. On va parler des sujets d'actualité qui te tiennent à cœur, Alice, à travers 2 chroniques, une chronique pathologie et une chronique sexualité vie intime. Mais avant, nous voulons te rafraîchir un peu avec un smoothie fait maison. Alors, je précise pour nos auditrices et auditeurs que pour chaque épisode, nous offrirons un jus à notre invité qui, selon nous, lui ressemble. Et pour toi, Alice, c'est l'abricot, parce que l'abricot représente le contact humain. Voilà. Tiens, ça, je ne le savais pas. Merci. Il est super bon. C'est super bon. Il y a un peu de pomme aussi, non ? Non, juste abricot. Juste de l'abricot ? Et du lait d'amande. Ah. Parfait. Merci beaucoup, j'adore les smoothies. Alors maintenant, du coup, on va passer à la chronique pathologie. Et Anka, tu vas nous parler des prothèses mammaires qui existent aujourd'hui et des inconforts que ressentent les femmes qui les... Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler des prothèses mammaires externes, pour être plus exact, dans un contexte qui est bien particulier, c'est celui des patientes qui ont subi une mastectomie à cause d'un cancer du sein. Pour rappel, le cancer du sein est le cancer le plus courant chez la femme en France, avec plus de 60 000 nouveaux cas par an. Il faut toutefois noter que cette incidence est quand même en baisse, heureusement, grâce à une meilleure prise en charge, un meilleur dépistage et des traitements qui sont de plus en plus efficaces. Les femmes qui sont atteintes de cette maladie peuvent, dans des circonstances qui sont bien définies, subir une ablation totale ou partielle du sein. C'est ce qu'on appelle une mastectomie totale ou partielle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de mastectomie totale, la patiente doit systématiquement être informée des modalités techniques de reconstruction mammaire après l'opération. Mais malheureusement, si la chirurgie est suivie par un traitement par radiothérapie ou chimiothérapie, la reconstruction immédiate n'est pas toujours recommandée. À la suite d'une mastectomie et sur avis médical, on peut quand même avoir recours à des prothèses pour retrouver la forme du sein, ce qui est très important pour certaines femmes. Certaines patientes optent donc pour des prothèses mammaires externes qui, elles, vont venir se placer à l'intérieur du soutien-gorge. C'est soit une option définitive, soit une option intermédiaire avant d'avoir recours à une véritable reconstruction mammaire. Le choix de la prothèse externe se fait normalement chez un prothésiste et il est recommandé d'y aller avec une personne de confiance qui va pouvoir donner son avis et qui connaît la morphologie de la femme qui opte pour ces prothèses. Les patientes ont donc la possibilité d'avoir recours à des prothèses mammaires externes en silicone qui vont imiter la texture et la forme du sein. Le problème, c'est que ces prothèses ne peuvent pas être portées immédiatement après l'opération. Et d'après les témoignages, certains peuvent créer des inconforts et des douleurs au niveau des cicatrices. Il est donc possible d'avoir recours à des prothèses en textile, qui sont beaucoup plus douces, et qui sont souvent distribuées par les hôpitaux après les interventions. Ali, je me tourne vers toi parce que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement, et tu nous as évoqué justement ces prothèses textiles. Oui, alors en fait, moi ça m'avait choqué que des femmes, certaines mettent des chaussettes dans leur soutien-gorge quand elles sortent au début, parce qu'elles n'ont pas ces prothèses-là. Je le savais pas. Il y a beaucoup de vêtements comme ça qui seraient nécessaires pour les femmes et qui n'existent pas encore quand on se fait hospitaliser. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que en créant Ashcan, au début, j'ai commencé comme tout le monde, c'est-à-dire avec rien, et donc je faisais beaucoup de veille sur toutes les initiatives, les projets, pour voir ce qu'il y avait, quelles étaient les grandes tendances, et puis pour pouvoir faire la bonne segmentation des projets à placer sur Ashcan pour qu'ils correspondent à tout le monde, ou en tout cas au maximum de personnes. Et le cancer revenait souvent, et le cancer du sein beaucoup. Et je suis tombée sur une initiative de femmes dans la vallée de la Hure, en Belgique, qui sont des femmes d'un village. Et en fait, elles ont un club. Et dans ce club, elles tricotent des prothèses mammaires en coton tout doux, qui ressemblent vraiment à des seins très jolis et très doux, très légers.
Comme ça, ça va pas faire mal aux cicatrices. Et cette opération s'appelle... J'ai une grand-mère qui était belge, donc je peux le dire, hein, c'est typiquement belge comme humour, ça s'appelle les petits nichons. Et voilà, et je trouvais que cette opération était vraiment géniale. Et si on pouvait faire... Donc j'ai mise évidemment sur le premier site internet d'Ashkind, en me disant si d'autres personnes qui tricotent ont envie d'en faire, elles vendent ça à 9 €, c'est rien. C'est même pas le prix du coton de ces prothèses. Je trouvais ça formidable. Et puis... en travaillant, après, et en allant dans un réseau de start-up, j'ai croisé une femme qui installait une nouvelle prothèse qui sera sans doute dispositif médical, qui est une prothèse en silicone mais qui est complètement à jouer. Et donc il va pas et qui a un cercle vide à poser sur le sein, donc ça évitera de poser la prothèse sur la cicatrice et ça prend vraiment la forme d'un sein et on peut la mettre dans le soutien-gorge. Donc ça bouge, mais ça bouge lentement quoi. Pour information, pour conclure sur cette chronique, pour les femmes qui seraient intéressées par ces prothèses, elles ont un prix qui est limité à 25 €. Donc c'est tout à fait accessible. Il y en a qui ont des prix beaucoup plus bas et c'est pris en charge par l'assurance maladie. Ah, ça c'est super. On va passer à la chronique sexualité et vie intime. Et Margot, tu vas nous parler de la précarité menstruelle, c'est-à-dire l'accessibilité difficile aux protections hygiéniques pour certaines femmes. Oui, je vais aborder un sujet qui concerne la moitié de l'humanité, mais qui est encore tabou aujourd'hui, celui des règles et des protections hygiéniques. Mais plus précisément, je vais vous parler de la précarité menstruelle. Alors ce phénomène concerne majoritairement les travailleuses pauvres, les étudiantes ou les femmes sans abri. Et parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, je précise que la plupart des informations que j'ai recueillies proviennent d'un article de Slate.fr publié en mars dernier, que je vous conseille fortement de lire. Selon un sondage IFOP publié le 19 mars dernier, 1,7 million de femmes en France manquent de protection hygiénique. Chiffre encore plus choquant, parmi les femmes les plus pauvres, 39% n'ont pas suffisamment de protection à leur disposition et plus d'une femme sur 3 n'en change pas assez. Alors oui, tout cela s'explique par le fait que les règles coûtent cher, là je ne vous apprends rien. Selon une étude britannique, une femme dépenserait au cours de sa vie en moyenne 21 300 € pour ses règles, c'est-à-dire pour en tout 2400 jours, entre les médicaments contre la douleur, les protections hygiéniques et les vêtements que l'on doit parfois changer parce qu'ils sont tachés. Bien sûr, c'est une moyenne, ça peut être beaucoup plus pour certaines. Et c'est pour cette raison que les femmes sans abri et les plus précaires, pour elles, rester dignes au cours de ces règles n'est malheureusement pas quelque chose qu'elles peuvent se permettre. Il faut même souvent devoir choisir entre manger et se protéger. Oui, sauf que les protections sont un produit de première nécessité, comme le papier toilette. Ne pas en avoir ou ne pas en changer assez souvent peut conduire chaque mois à des infections ou même des chocs septiques. C'est donc un vrai problème de santé publique. Et l'autre obstacle que les associations qui viennent en aide à ces femmes doivent combattre, c'est le fait que les règles, les protections hygiéniques et leur utilisation soient encore et toujours un sujet tabou. Alice, c'est un sujet dont tu voulais parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors moi je voulais en parler parce que d'abord ça rejoint la précarité des femmes, de SDF sur 5 sont des femmes, donc c'est quand même pas du tout anodin. Après, j'ai Marie, donc mon associée, qui fait partie d'une association qui s'appelle Féminité sans abri, qui fait cette collecte, justement, qui fait une collecte de toutes ces protections périodiques et autres tampons nécessaires à l'hygiène des femmes en grande précarité, parce qu'on va l'appeler comme ça. Donc elle a organisé dans sa ville, elle fait partie de cette association, elle est responsable de la collecte de sa ville. Donc elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux locaux, elle a demandé en disant qui veut faire ça avec moi et pouvoir recevoir les dons. Et en fait, il y a l'Institut de beauté de sa ville qui a dit moi je veux bien. Et donc les gens vont déposer les protections périodiques et les autres dans cet institut. Marie se charge de faire des trousses qui sont ensuite diffusées soit dans des points particuliers, soit lors des maraudes où on va voir ces femmes. D'accord. Et c'est à Bordeaux, ça, c'est ça ? Alors, l'association a été créée à Bordeaux, et là, Marie, elle habite en région parisienne, donc il y a plein d'antennes partout. Lille fait ça beaucoup, il y a eu beaucoup de collectes. L'Université de Lille a diffusé 30 000 kits pour les étudiantes, parce que ça coûte cher aussi quand on est étudiant. Après, ça rejoint un autre problème plus large, c'est la précarité, la vraie, la grande, qui est de plus en plus nombreuse en France, et qui est de plus en plus large, et qu'il faudrait prendre bien plus, avec des actions qui sont encore plus larges
que des dons, c'est nécessaire ces dons-là, mais le mieux, ce serait d'éviter qu'il y ait autant de personnes en situation de précarité, en fait, on va dire comme ça. Alors juste pour nos auditeurs et auditrices, sachez que vous pouvez signer la pétition pour les protections périodiques, soit gratuites pour les femmes les plus précaires, voilà, sur internet, elle est très facilement trouvable, ou bien participer à des collectes de protection hygiénique via une association. Voilà, il y en a plusieurs à Paris qui proposent ça. Et bien maintenant on va conclure. Alors merci Alice d'être venue. On rappelle tes projets Ashkind et Femmes de Santé, un collectif que nos auditrices et auditeurs peuvent trouver facilement en tapant les noms sur internet. Et je rappelle également qu'ils peuvent nous suivre sur Twitter, Instagram et Medium en tapant @medcheckpodcast. On espère que l'épisode t'a plu. Ah mais c'était super, je suis honorée d'être là. Et ben nous on était vraiment très honorés de te recevoir. Et on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt.